Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo, le premier du mois de septembre, le meilleur de l'actu du 5 au 9 septembre, c'est tout de suite sur votre chaîne locale. Et l'actualité sur TV Vendée dans le département a d'abord été marquée par l'incendie du Super U de la Tranche-sur-Mer. Le feu a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle du président de Système U. La coopérative U est et sera présente pour traverser cette épreuve, a déclaré sur Twitter Dominique Schelcher. Pour le moment, le devenir de la centaine d'employés n'est pas encore connu, mais nous vous proposons de revivre l'atmosphère au matin du drame. Jeudi, Colline Davy s'est rendue sur les lieux afin de recueillir quelques témoignages. Un brasier toute la nuit et encore quelques fumées le lendemain matin. Ce jeudi, il ne reste plus grand-chose du Super U de la Tranche-sur-Mer, seul centre commercial de la ville. L'incendie s'est déclaré aux environs de 20h30. La progression a été hyper rapide, puisque moi je suis arrivé sur les lieux à peut-être 20h45 et déjà c'était embrasé d'une façon impressionnante. Il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de blessés, surtout très important, aussi bien dans le personnel du magasin que chez les pompiers. Donc de ce côté-là c'est plutôt bien, mais le magasin, vous voyez, il ne reste plus rien. Locaux ou vacanciers, beaucoup sont venus constater les dégâts de leurs propres yeux. Un lieu incontournable pour la plupart. Ça fait mal au cœur parce que ça faisait vraiment partie de notre vie depuis des années. C'est triste, c'est triste avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que ça représente pour de l'argent, tout ça. C'est dur, c'est très dur, ça fait de la peine. Ça fait un drôle d'effet. On a vu la fumée hier soir, là, c'était impressionnant. Ça me fait quelque chose quand même, parce que puis on pense aux gens qui travaillent. Parce que ils vont se retrouver combien de temps sans travailler? Moi, je trouve ça dramatique pour les employés parce qu'ils vont être retrouvés au chômage et puis il va y avoir il y a les gens qui vont faire leurs courses à côté, qui n'ont pas de voiture. Maintenant, il va falloir aller loin et bon, ça c'est moins important. Je pense que le plus important c'était pour les gens qui travaillent sur place. Et ils sont nombreux. C'est un symbole pour la Tranche. Il faut savoir que ça représente, c'est le premier employeur de la Tranche, de la commune. Donc économiquement, c'est quand même quelque chose de très important là qui part. En attendant de trouver les solutions pour relancer un commerce, une centaine d'employés sont au chômage technique. L'actualité, c'est aussi le nombre de chauffeurs de bus scolaires. Comme chaque année, la région et par conséquent le département ne possèdent pas assez de conducteurs. En tout, il en manquerait en Pays de la Loire entre 4 et 700. Alors les entreprises font des concessions pour embaucher, comme de meilleures rémunérations ou encore un aménagement du temps de travail. Il faut dire sur ce dernier point que les chauffeurs n'ont pas envie de travailler tôt le matin, puis uniquement à la sortie des cours. Effectivement, on travaille sur le complément d'emploi et le fait aussi de pouvoir augmenter les volumes horaires de nos salariés pour effectivement essayer de proposer des emplois soit à temps complet ou qui se rapprochent de plus en plus d'un 3/4 temps ou temps complet. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais on travaille effectivement sur des enchaînements de services ou remanier des organisations des entreprises qui vont faire qu'on puisse proposer autant que faire se peut encore plus d'horaires de travail en termes de volume aux salariés. Cette semaine, l'Hexagone a également suivi la fermeture d'une trentaine de complexes aquatiques par le groupe Vermarine. Parmi la liste Océabule à Saint-Jean-de-Mont, l'entreprise gère ce complexe par délégation de services publics, mais redoute de ne pas pouvoir faire face aux hausses du coût de l'énergie. À La Roche-sur-Yon, le nouveau complexe est géré uniquement par la municipalité. Alors va-t-elle devoir s'adapter aux nouvelles factures? Élément de réponse avec Colline Davy et Diane Delangle. Apprendre à nager dans un département du littoral, pas étonnant, mais encore faut-il que la piscine soit ouverte. Avec la crise énergétique, la question se pose. Pour les piscines les plus récentes, pas d'inquiétude. Le bassin nordique est recouvert chaque nuit d'une couverture étanche et qui permet de conserver la chaleur. Nous avons installé sur le toit des panneaux photovoltaïques qui assurent 10% de la production d'électricité nécessaire pour chauffer les piscines. Et puis, sans doute, nous allons, avec l'acceptation des clubs et des usagers, baisser la température des piscines de 1 à 2 degrés pour pouvoir réaliser des économies. Mais pour d'autres, c'est une toute autre affaire. À Saint-Jean-de-Mont, plus question de se baigner jusqu'à nouvel ordre, une annonce qui ne réjouit pas les habitués. Je suis scandalisé de la manière où on a appris la nouvelle hier matin sur les réseaux sociaux et au niveau entraînement, fractionner différentes petites choses qu'on fait dans
Dans un plan d'entraînement, on ne peut pas le faire en mer. Là, en mer, c'est trop dangereux. Aucune dérogation pour les sportifs, ni pour les associations ou les scolaires. La piscine est gérée en délégation de service public et la société Vermarine ne peut plus suivre l'augmentation des charges. La communauté de communes, avertie par mail 3 jours avant la fermeture, refuse de laisser la situation telle qu'elle. L'augmentation du coût de l'énergie a été multipliée par 10 entre le début d'année et maintenant. Et nous entendons vraiment leurs difficultés, mais nous aurions aimé pouvoir être concertés et voir ensemble si on pouvait ou non apporter des solutions. On leur demande également de vraiment communiquer vis-à-vis de leurs usagers, de rembourser tous ceux qui ont payé leurs cotisations, parce que ça a commencé dès la semaine dernière et donc il faut absolument qu'ils soient remboursés. Et puis également, nous sommes très inquiets pour le personnel qui est actuellement en chômage technique et nous sommes inquiets pour eux. Un rendez-vous avec les dirigeants de Vermarine est prévu en fin de semaine pour ouvrir au plus vite. Et plus léger cette fois, cette arrivée un peu particulière au port de Saint-Nazaire. Un voilier vient de jeter l'ancre avec à son bord 4 tonnes de fèves de cacao. La cargaison provient d'une commande de la chocolaterie vendéenne à Saveurs et Nature. L'entreprise a souhaité simplement réduire son empreinte carbone, mais après quelques mois en mer, il faut s'assurer de la bonne santé des fèves de chocolat et pour ça, vous pouvez compter sur Alix Lanos. Dans ces sacs, l'or noir des chocolatiers. 4 tonnes de fèves de cacao transportées depuis l'île de la Grenade sur le Galant. Ce voilier de 36 mètres parti des Caraïbes il y a 3 mois pour arriver ici au port de Saint-Nazaire. C'est la 2e fois que l'entreprise Saveurs et Nature, chocolaterie 100% bio, fait le choix de ce mode de transport écologique. En 2017, 3 tonnes de fèves avaient déjà fait le trajet depuis la République dominicaine jusqu'aux Sables d'Olonne. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite généraliser. Ça fait partie des projets, des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et en fait, plus on sera d'acteurs à généraliser ce mode de transport et plus on aura un impact minimum sur la planète. Donc c'est en projet. C'est plus long et plus cher. Mais comme je répète, comme on a vraiment au cœur la nature et aussi tout ce qui concerne la planète et le bien-être de tout le monde, on a décidé de prendre partie à ce projet. Après 3 mois en mer, il faut s'assurer que la marchandise n'a pas pris l'humidité. Le responsable de production de l'entreprise ne perd pas une seconde pour ouvrir un sac comme on déballerait un cadeau de Noël. Et là, ça va être extraordinaire. Déjà, on sent les fèves de cacao. On sent les futurs arômes du chocolat. Elles sont énormes, elles sont belles, elles sont couleur ocre, elles sont régulières, super bien fermentées. Je pense que ça va être un super chocolat. Aucune perte à déplorer. Les fèves vont pouvoir être acheminées jusqu'à Saint-Sulpice-le-Verdon où 32 maîtres chocolatiers pourront les torréfier, les concasser, les broyer, les affiner et enfin les mouler avec le plus grand respect pour cette matière brute. Toucher la matière, savoir que ça traversé avec des hommes, c'est juste énorme en fait. Donc on va essayer de transmettre ça dans le chocolat quand il va arriver à l'entrepôt. Et puis torréfier les fèves de cacao d'une façon le plus douce possible pour garder le maximum d'arômes que les cacaoculteurs ont pu mettre lors de leur travail. Transportées sans aucun impact sur l'environnement, ces 4 tonnes de fèves de cacao se déclineront en plus de 30 000 tablettes de chocolat noir, prêtes à être dégustées au début de l'année 2023. Autre retour au port moins festif, cette fois celui de Damien Guillou. Le navigateur engagé sur la Golden Globe Race est rentré aux Sables d'Olonne pour réparer l'avarie dont il est victime. Le favori de cette seconde édition de la Golden Globe Race fait face à un problème sur son régulateur d'allure. Les équipes du skipper travaillent désormais d'arrache-pied pour remettre le navire en état. L'idée, repartir avant dimanche 16h. Récit de cette course contre la montre par Diane Delangle. La décision n'a pas été simple à prendre. Revenir au port de départ à 200 000 de sa position pour réparer son système de pilote automatique. Damien Guillou est arrivé ce vendredi peu après 10h au Sables d'Olonne, un demi-tour inédit sur la Golden Globe Race. C'est arrivé sur le Vendée Globe à Michel Desjoyaux qui avait lui aussi fait demi-tour 200 000 après le départ pour rentrer au port, réparer un Vendée Globe qu'il a finalement gagné. C'était sa 2e victoire. En revanche, sur la Golden Globe Race, oui, c'est inédit. On n'était pas sûr quand on a reçu le coup de téléphone de Damien mardi soir que l'avis de course permette un retour puisque la situation ne s'était jamais présentée. Donc on a passé un certain temps avec Don McIntyre, le fondateur de la course, à relire cet avis de course.
Le règlement, le voici. La ligne ferme une semaine après le départ officiel. Damien Guillou a donc jusqu'à dimanche 16h pour repartir. L'équipe se dit confiante sur ses réparations. En mer, elles se sont avérées bien plus difficiles. Trop de vent, trop de mer, et puis c'est le système de pilote automatique qui est à l'arrière du bateau et la pièce qui a cassé est presque au ras de l'eau. Ça veut dire que j'étais à plein ventre, presque les bras dans l'eau, et surtout c'est une pièce très très lourde parce qu'elle est très longue, elle a du porte-à-faux et avec du vent et de la mer ça bougeait dans tous les sens et c'était quasiment impossible de tenir le système, et en gros ça faisait un élément qui était un peu fou et qui faisait ce qu'il voulait et qui d'ailleurs générait d'autres dégâts par ailleurs. Éprouvé par ce retour sans pilote automatique et les difficiles conditions auxquelles il a eu à faire face, Damien Guillou essaie maintenant de positiver ce faux départ. Que ça fait que là je suis un peu fatigué et puis là déconvenu de devoir rentrer, c'est pas rien du tout. En revanche, dans mon malheur, je peux me dire aussi que ce qui est arrivé là, parce que c'est une vis qui a cassé, ce qui est arrivé là, ça veut dire que ça serait arrivé dans tous les cas. Et si c'était arrivé à un autre moment plus loin, ça m'aurait mis hors course, ou alors dans des zones éloignées, ça m'aurait mis dans une situation compliquée de me retrouver sans pilote au milieu de l'Atlantique ou en plein dans le sud. Ça n'aurait pas été forcément simple. Donc je vais essayer de rester positif et de me dire que voilà, on va réparer, je vais repartir. La route est très très longue et puis il y a encore sûrement une belle histoire à faire. Le skipper français pourrait reprendre la mer dès samedi, ce qui lui permettrait de bénéficier d'une petite fenêtre météo favorable, alors que ses concurrents affrontent actuellement des vents contraires. Et puis toujours à propos de sport, le Vendespace s'apprête à accueillir une nouvelle édition de l'Open de Vendée de tennis du 3 au 9 octobre prochain. Si sur les cours les athlètes se préparent, les ramasseurs de balles également. À La Roche-sur-Yon, une formation et sélection se tient actuellement pour désigner une quarantaine d'enfants à l'occasion de cet événement. 42 pour être d'ailleurs tout à fait précis. Une tâche rythmée et très codée qu'Alix Lanos vous propose de découvrir. Tous sont particulièrement concentrés. Il y a en effet beaucoup d'informations à intégrer. Entre théorie et pratique, le week-end est chargé. Pour commencer, il faut apprendre le roulé, ce geste emblématique du ramasseur de balles. Il faut que le roulé soit le plus rapide possible et aussi qu'il soit droit et plat, sans aucun rebond. Donc ça paraît facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on commence toujours par ça. On va aussi apprendre la manière à lancer la balle au joueur, puisque forcément, il y a une technique pour ça. Et puis après, on va passer en situation de match. Ils sont 28 ce jour-là en formation. 28 jeunes joueurs et joueuses entre 10 et 16 ans qui partagent tous le même rêve. Ramasser Rafael Nadal, ça c'est mon rêve. Nadal. Ça serait à Roland-Garros, ça serait vraiment incroyable. Aller à Roland-Garros, ramasseur à Roland-Garros, mais jouer aussi en tant que tennisman à Roland-Garros. Mais avant d'en arriver là, c'est à l'Open de Vendée que ces tennisman en herbe vont peut-être pouvoir commencer leur carrière de ramasseur de balles. Une activité qui requiert beaucoup de discipline. Un bon ramasseur de balles, c'est avant tout quelqu'un qui va être discret. Donc pour être discret, il faudra être rapide, efficace. Et pour être rapide et efficace, il va falloir anticiper. Donc un bon ramasseur, c'est un ramasseur qui, pendant le point, réfléchit déjà à ce qu'il va faire à la fin. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment sportif, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça. Et puis aussi avoir des qualités également d'adresse, de coordination, surtout de l'anticipation. Il faut savoir réfléchir pour bien comprendre le jeu. À 10 ans, Lise est l'une des plus jeunes participantes à la formation, mais certainement pas la moins motivée. C'est trop bien de ramasser les balles, de s'entraîner, d'apprendre des trucs. La formation s'est poursuivie avec une vingtaine de ramasseurs de balles plus expérimentés. 42 d'entre eux ont été sélectionnés pour ramasser à l'Open de Vendée du 3 au 9 octobre prochain. Une étape qui leur permettra de tenter les sélections pour ramasser lors du mythique tournoi de Roland-Garros. Et enfin, un mot de culture. La semaine est marquée par l'ouverture du KM. Et l'inauguration a lieu en ce moment même tout le week-end avec une série de concerts. Pour la véritable programmation, la saison débute le 17 septembre avec Meute. 32 rendez-vous au total d'ici fin décembre avec notamment Vitalik, Portico Quartet ou encore Malix Judy. Outre les concerts, le KM offrira de nombreuses activités avec notamment des résidences d'auteurs. Voilà pour cet hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place Diane Delangle, aux commandes de la matinale Caroline Tronche comme de coutume. Sauf vendredi, nous aurons le plaisir de se lever ensemble. Du reste, on se retrouve également dans les Vendées en direct. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée. Passez un bon week-end.